On va parler maintenant de Bitcoin d'un point de vue monétaire, pas technique. Donc si jamais vous n'avez pas vu ma première vidéo sur l'histoire de la monnaie avant Bitcoin, je vous invite à aller la voir. Aujourd'hui, gros focus sur l'aspect monétaire, encore une fois, de Bitcoin. J'espère que vous êtes bien accrochés, vous allez apprendre plein de trucs, ça va être cool. Donc j'insiste sur le fait que là, on va vraiment focus sur l'aspect monétaire. La partie technique, c'est dans les prochaines vidéos, vous inquiétez pas, on parlera de la blockchain, de comment fonctionne Bitcoin vraiment de l'intérieur en détail. Mais là, je vais quand même vous en parler de façon à ce que ce soit plus clair. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que Bitcoin, c'est à la fois une monnaie, mais aussi un réseau de paiement. Ça fait les deux en même temps, là où dans le monde réel, on va dire, celui qu'on connaît bien en tout cas. On a donc les banques centrales qui vont émettre les euros ou les dollars. Ensuite, on va avoir les banques dites privées ou les banques commerciales qui vont onboarder des clients et qui vont leur permettre de faire des échanges. Elles vont aussi vous permettre de profiter de réseaux cartes comme les réseaux Visa ou Mastercard. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, quand vous payez par carte bancaire par exemple, imaginons dans un groupe Casino ou Carrefour ou peu importe, vous avez votre terminal de paiement et ce terminal de paiement, il y a une marque dessus. C'est très généralement en Europe, Verifone ou Ingenico. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous payez avec des euros électroniques, vous donnez d'une certaine façon un petit peu d'argent et un petit peu de pouvoir aux banques, au réseau Visa et Mastercard et au réseau Ingenico et probablement d'autres acteurs qu'on ne connaît pas forcément qui sont branchés entre. Donc tout ça, ça a un coût et en plus de ça, vous avez une dépendance vis-à-vis de tous ces acteurs-là. Tandis que dans le réseau Bitcoin, il n'y a qu'un seul groupe d'acteurs qui s'occupe de faire fonctionner le réseau. C'est ce qu'on appelle les mineurs de crypto-monnaies. Ce sont eux qui font fonctionner le réseau Bitcoin, qui font fonctionner la blockchain Bitcoin si vous préférez et qui sont payés pour ça. Donc il n'y a vraiment qu'eux. Et là où c'est vraiment très intéressant dans le cas de Bitcoin, c'est que tout le monde, absolument tout le monde peut devenir acteur du réseau et y participer et donc potentiellement gagner de nouveaux bitcoins. Je vais essayer de mon mieux de vous expliquer rapidement comment sont créés les nouveaux bitcoins pour que vous compreniez bien justement le parallèle entre la monnaie et à la fois le réseau de paiement. Donc je vous ai dit juste avant qu'il y a des mineurs de bitcoin. D'ailleurs, pourquoi on les appelle les mineurs? Il faut faire le parallèle avec l'or. Dans le monde réel, il y a des gens qui vont extraire l'or de la terre ou l'argent de la terre. Dans le cas de Bitcoin, il fallait trouver un mécanisme d'extraction des nouveaux bitcoins pour les ajouter à la masse monétaire. Donc revenons au tout début de Bitcoin, son lancement en janvier 2009, il y avait 0 bitcoin. Okay. Et donc, ce que faisaient les mineurs, c'est qu'ils essayaient de trouver une solution à une équation pour obtenir de nouveaux bitcoins. Donc au tout début, à chaque nouveau mineur qui trouvait l'équation, enfin la solution à l'équation, pardon, il était récompensé de 50 bitcoins par intervalle de 10 minutes. Donc je ne vous parle pas tout de suite de blockchain, de blocs, etc. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une compétition entre les mineurs. Chacun doit trouver la solution à une équation. Et c'est le mineur qui trouve la solution à l'équation qui gagne la récompense. Cette récompense étant de 50 bitcoins. Toutes les 10 minutes, nouvelle équation, nouveau mineur gagnant, nouveau 50 bitcoins créés. C'est comme ça qu'on passe de 0 à 50, de 50 à 100, de 100 à 150, etc. Ces règles-là, elles sont dans le smart contract de Bitcoin. Voyez ça comme un contrat logiciel. Je pense que c'est la meilleure façon d'expliquer ça. C'est un contrat logiciel qui explique très clairement comment fonctionne Bitcoin, quelles sont les règles de Bitcoin. Et ce contrat dit que justement, à chaque nouveau gagnant, c'est 50 bitcoins qui est donné. Mais c'est pas 50 bitcoins pour toujours. En réalité, tous les 4 ans, cette somme est divisée par 2. C'est-à-dire que pendant 4 ans, on avait 50 nouveaux bitcoins créés par intervalle de 10 minutes. Ensuite, 4 ans plus tard, on divise par 2, donc on passe de 50 à 25. 4 ans suivants, on passe de 25 à 12,5, pardon. 4 ans plus tard encore, 6,25, etc., etc., etc. Et c'est comme ça que les nouveaux bitcoins sont créés et s'ajoutent à la masse monétaire. Donc au moment où je tourne cette vidéo, on est à un peu plus de 18 millions de bitcoins. Et à horizon, je dirais, année 2140 à peu près, on arrivera à une finalité de 21 millions de bitcoins. Tout ça, ça a été calculé d'avance, ça a été vu d'avance et c'est comme ça que ça doit se passer. Donc, il y a les bitcoins créés et ajoutés à la masse monétaire. Comme on dirait, il y a l'or qui a été extraite de la terre, comme je vous disais dans la première vidéo, qui est à peu près, on parle de 190 000 tonnes d'or déjà minées et environ 45 000
tonnes à miner. Dans le cas de Bitcoin, il n'y a pas de environ, c'est très clair, il y en aura 21 millions. Et quand on aura miné tous les Bitcoins, eh bien à ce moment-là, il n'y aura qu'une seule autre façon de continuer à gagner de l'argent en étant mineur de Bitcoin, c'est avec les frais de transaction. Je vous en ai pas parlé, donc je vous explique. Quand vous faites une transaction au sein du réseau Bitcoin, eh bien vous devez payer un frais pour que votre transaction soit acceptée. Il faut savoir que vous ne pouvez pas faire passer un nombre illimité de transactions toutes les 10 minutes. En réalité, on est limité à quelque chose comme 2000 à 3000 transactions. Donc c'est vraiment les gens qui payent le pourboire le plus gros qui vont voir leurs transactions acceptées. Donc vous avez deux choix. Soit vous payez un gros pourboire et vous êtes sûr à peu près parce que vous avez payé plus cher que les autres que votre transaction est acceptée. Soit vous payez un plus petit pourboire et à ce moment-là, eh bien, vous espérez que votre transaction passe et si elle ne passe pas au bout d'un certain temps, libre à vous d'annuler votre transaction et d'en refaire une avec un pourboire supérieur. Le mineur de Bitcoin a deux intérêts pour gagner de nouveaux Bitcoins. Les nouveaux Bitcoins créés, 50 puis 25 puis machin, actuellement on est à 6,25 au moment où je tourne cette vidéo, et les pourboires. Donc ça, c'est vraiment la base du système. C'est un système où les mineurs ont un intérêt économique à gagner des nouveaux bitcoins et donc à faire fonctionner le réseau. Du coup, il y a quelque chose à comprendre d'intéressant vis-à-vis de Bitcoin. C'est une autre expérience monétaire par rapport à celle qu'on connaît bien, à savoir l'euro et le dollar. C'est qu'on est sur un système monétaire plutôt déflationniste. Alors, vous entendez probablement parler d'inflation. Donc, petit rappel de ce qu'est l'inflation. C'est une augmentation constante dans le temps du coût des choses, du coût de la vie, du prix des choses, c'est-à-dire que les salaires sont censés augmenter un petit peu, le coût de la nourriture, des différentes matières premières, de l'immobilier, de tout ce qui nous entoure, les coûts augmentent. En fait, il y a plein de choses qui créent l'inflation, mais généralement on dit la plus grosse source de création d'inflation, c'est le fait qu'il y a de plus en plus de monnaie en circulation. Et on le sait, il y a de plus en plus d'euros sous forme de pièces et billets qui sont créés. C'est la même chose pour le dollar. Surtout en ce moment, en cette période de Covid, il y a énormément de billets de dollars qui sont imprimés, ce qui fait que, eh bien, forcément, la monnaie se dévalue et donc il faut plus de cette même monnaie pour acheter les mêmes choses. Donc forcément, les prix augmentent. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir comprendre avec le temps. Dans le cas de Bitcoin, c'est le mécanisme inverse. Étant donné que le Bitcoin se raréfie, donc il y a de moins en moins de Bitcoin qui sont créés et en plus de ça, de plus en plus de personnes qui l'utilisent, forcément, dans la théorie, le prix ne peut que augmenter. Donc c'est pour ça qu'avec un même Bitcoin, eh bien, on peut avoir de plus en plus de dollars dans la théorie. En tout cas, c'est ce qu'on voit par cycle. Avec fin 2017, un Bitcoin à 20 000 $ et là, actuellement, un Bitcoin autour des 60 000 $ au moment où je tourne cette vidéo. C'est quelque chose qui peut augmenter dans le temps et c'est logique puisque forcément d'un côté on a un dollar qui se dévalue et d'un autre côté un Bitcoin qui prend de la valeur. Et donc si on devait faire un parallèle avec, imaginons on souhaite acheter des choses avec nos Bitcoins, eh bien en fait il faudrait de moins en moins de Bitcoin pour acheter une même chose puisque ce Bitcoin a de plus en plus de valeur. Donc si on devait dans un monde différent tout payer en Bitcoin, c'est-à-dire arrêter d'utiliser le dollar et l'euro, donc ça c'est un débat, eh bien en fait on verrait les étiquettes de prix changer avec un prix en Bitcoin qui ne fait que baisser dans le temps. Ça c'est une économie plutôt déflationniste. Il n'y a pas forcément de meilleur ou de moins bien, c'est juste que là c'est différent et ça demande un petit peu d'attention parce que c'est intéressant en fait. Ça pousse les gens aussi à garder leur Bitcoin et à pas les dépenser. On va faire une rapide comparaison du coup entre Bitcoin et la monnaie fiduciaire, donc la monnaie fiat, c'est-à-dire la monnaie émise par les organisations centrales et derrière backée par les États, comme l'euro ou le dollar. Et bien d'un côté, on a le Bitcoin créé par les ordinateurs, les mineurs. D'un autre côté, ce sont les gouvernements qui se chargent d'émettre la monnaie. Ensuite, on l'a vu, donc c'est une économie déflationniste versus inflationniste. Donc c'est deux systèmes monétaires différents. Il y a pas forcément de mieux ou moins bien, on va tester les deux et on va bien voir. Moi, je suis pas partisan du fait que l'un va tuer l'autre, il faut tester les deux et on saura très vite qui a raison. Et potentiellement, les deux vont coexister pour toujours. Ensuite, donc, il est écrit public database, c'est-à-dire que les données sont transparentes du côté de Bitcoin, c'est bien vrai, on n'a pas fait le point sur la blockchain, ce sera le sujet d'une future vidéo, mais toutes les transactions Bitcoin sont visibles. On peut savoir combien de Bitcoins sont dépensés, combien de Bitcoins sont récupérés, quelle est la masse monétaire de Bitcoin, tout ça, tout
à fait transparent. Tandis que pour la monnaie fiduciaire, on sait à peu près combien de dollars ou d'euros sous forme de pièces et billets sont émis. On a des reportings à peu près lisibles de ce qu'il en est d'un point de vue monnaie électronique, mais c'est pas vraiment transparent. On ne sait pas ce qu'il en est en termes de transactions Visa, Mastercard, Ingenico, Banque Société Générale, etc., etc. On a effectivement des rapports qui sont publics, mais on peut les remettre en doute puisque ces rapports sont faits par des êtres humains. Suite à des audits, il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir de l'omission d'informations, il peut y avoir des petits cachotiers, on va dire, parce que c'est normal en fait. Mon argument, encore une fois, c'est pas de vous dire que c'est des grands méchants et qui cherchent à nous cacher des choses, c'est juste que de la façon dont ça fonctionne de base, vous n'aurez jamais la transparence d'une blockchain. Il faut bien comprendre ça. Ensuite, au niveau des frais, je suis pas tout à fait d'accord. Effectivement, sur des grosses transactions à l'international, Bitcoin permet de faire certaines économies. En revanche, pour du micro-paiement, aujourd'hui, je pense qu'il est plus intéressant d'utiliser des réseaux comme Visa, Mastercard ou des virements bancaires qui sont parfois gratuits ou quasiment gratuits. Donc là, ce tableau n'est pas tout à fait vrai. Dernière chose, on notera aussi, donc ici c'est noté, vous êtes en possession de vos fonds avec Bitcoin. Alors c'est vrai dans certains cas et les gouvernements peuvent geler vos comptes. C'est vrai dans certains cas aussi, mais c'est faux dans d'autres cas. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous êtes en possession de vos Bitcoins, c'est-à-dire que vous avez la détention de votre clé privée, donc de votre mot de passe en quelque sorte, qui vous permet d'accéder à vos bitcoins, et bien à ce moment-là, vous êtes en possession de vos bitcoins. Donc quand vous avez un wallet sur votre téléphone, ou votre PC, ou un hardware wallet comme Trezor ou Ledger, voilà. Mais quand vous avez vos bitcoins sur un exchange, ces bitcoins ne vous appartiennent pas vraiment. C'est l'exchange qui les détient pour vous. Tant que vous ne sortez pas ces bitcoins, vous ne les possédez pas. Et dans le monde de la monnaie fiduciaire, quand vous détenez un billet ou une pièce, en euros ou en dollars, eh bien vous êtes bien en possession de cette monnaie. C'est bien votre monnaie. Le gouvernement ne peut pas vous la retirer. Tandis que, effectivement, si vous avez la monnaie au format électronique, c'est-à-dire de l'argent sur votre compte PayPal ou votre compte en banque, et bien à ce moment-là, il y a toujours un droit de regard et pire, la possibilité de vous geler vos comptes sous certaines conditions. Donc, tableau pas tout à fait vrai, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vous gagnez en transparence et en liberté avec Bitcoin. Je vais maintenant vous donner mon avis sur le fait que Bitcoin est une monnaie et pourquoi beaucoup contredisent le fait que c'est une monnaie. Donc, il y en a qui ont leurs raisons, il y en a qui ont leurs intérêts. Moi, personnellement, je considère ça comme une monnaie puisque quand on reprend déjà les attributs d'une monnaie, qu'est-ce que c'est une monnaie? C'est une unité de compte, une réserve de valeur et un intermédiaire des échanges. Donc, unité de compte, il n'y a pas de souci. Bitcoin est une unité de compte. Un Bitcoin, 1 euro, 1 dollar, pas de souci. En plus de ça, avec une possibilité de fractionner très facilement pour faire des paiements très précis. Aujourd'hui, le niveau de précision classique pour des paiements en euros ou en dollars, c'est le centime. On paye un centime, on ne paye pas en millième d'euro ou en millionième d'euro. C'est possible sur certaines bourses de change, chez certains acteurs spécifiques, mais c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Bitcoin le permet. Ensuite, donc, on a l'intermédiaire des échanges. Aujourd'hui, on peut à peu près tout considérer comme un intermédiaire des échanges en réalité. On échange des euros contre des biens, contre des services. On échange des bitcoins contre des biens ou des services. Ça se fait moins pour le moment, mais il faut laisser le temps au temps aussi. On n'a pas bâti Rome en un jour. Les débuts d'Internet, c'était pareil. Il faut savoir qu'il y a des gens qui disaient au début d'Internet, jamais on fera du commerce sur Internet. Il y avait le patron de France Télécom qui disait ça à l'époque, puisque justement, il avait un intérêt, c'était celui du Minitel. J'aime beaucoup prendre cet exemple. Donc, il faut laisser le temps au temps. Bitcoin est bien un intermédiaire des échanges. Maintenant, c'est au niveau de la réserve de valeur où, effectivement, certains ont du doute. Alors, si on compare le Bitcoin à l'or, c'est vrai que son prix monte et descend de façon beaucoup plus volatile que l'or. Cependant, quand on prend du recul, l'or prend de la valeur dans le temps, le Bitcoin prend de la valeur dans le temps. Il y a des cycles où c'est baissier, il y a des cycles où c'est haussier, mais quand tu prends ton mal en patience, tu peux voir que le Bitcoin prend de la valeur dans le temps. Donc cette réserve de valeur est validée. Donc déjà, on peut considérer aujourd'hui de manière totalement rationnelle que le Bitcoin est au niveau de l'or. Et il faut savoir que l'or a servi de monnaie de par sa rareté. Ensuite, c'est vrai que c'est beaucoup plus volatile que l'euro ou le dollar. Mais aujourd'hui, tout le monde utilise l'euro ou le dollar. Ça existe depuis beaucoup plus de temps. En plus de ça, on a des gouvernements qui imposent leur monnaie, tandis que dans le sens inverse, ils font tout pour éviter que Bitcoin prenne en pouvoir. Alors c'est vrai que ça commence à changer, il y a une sorte d'acceptation qui se fait avec le temps, mais cependant, quand on écoute des acteurs comme Christine Lagarde qui est à la tête de la Banque Centrale Européenne, pour elle, Bitcoin n'est pas une monnaie, forcément, puisque pour ces gens-là,
une monnaie doit impérativement être ultra réglementée et ultra contrôlée par des acteurs centralisés, si possible eux. Donc il est inenvisageable pour eux de considérer autre chose que des monnaies fiduciaires comme des monnaies. Donc pour eux, forcément, Bitcoin, c'est pas une monnaie, c'est de la concurrence, donc ça les arrange pas trop. Mais voilà, moi, là où je veux en venir, c'est que Bitcoin, c'est une nouvelle expérience monétaire qui a effectivement des défauts, mais qui a aussi beaucoup de qualités, et surtout, c'est quelque chose de tout jeune. Donc si pour vous, le vrai problème, c'est la volatilité de Bitcoin, comprenez bien que plus les gens vont l'utiliser, plus les gens vont l'adopter, plus ce sera dans le commun des mortels, on va dire, moins les gens seront tentés d'acheter ou de vendre. En plus de ça, c'est impossible à éviter, il va y avoir de la réglementation plutôt positive. Je pense que la réglementation est quelque chose de bon pour Bitcoin. Et toutes ces choses-là vont faire que ça va se professionnaliser et que la volatilité va commencer à se calmer. D'ailleurs, on peut le voir cette année, alors ça se trouve dans les prochaines semaines, ça va me contredire direct, mais il y a 8 ans de cela, on voyait Bitcoin prendre moins 50% en quelques jours. Ensuite, on a eu le bear market de 2018 et 2019, même jusqu'à début 2020, où le Bitcoin a perdu plus de 70% de sa valeur. On est passé de 20 000 $ à quelque chose comme 4 000 $, donc je crois que c'est 70%. Je sors ça à la louche. Mais depuis, quand Bitcoin corrige, c'est moins de 38%. On est même sur une correction de 17% là récemment. Moi, je suis plutôt convaincu, l'avenir nous le dira, que plus des gros acteurs comme Tesla, MicroStrategy, Grayscale, JP Morgan, Goldman Sachs, peut-être des banques centrales bientôt, vont encaisser des Bitcoins, moins les gens vont vouloir le vendre et moins il y aura de volatilité. Et à un moment donné, il y aura une acceptation, ce sera peut-être un peu plus volatile que les autres, mais ce sera plus du moins 20% et à ce moment-là, ce sera de plus en plus clair dans les esprits. C'est vraiment des étapes. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, de manière rationnelle, on peut considérer le Bitcoin comme de l'or numérique. Il y a encore quelques années, c'était de la folie de dire ça. Et il y a des gens qui, encore aujourd'hui, ne veulent pas le croire. Mais plus ça va être adopté, plus ce sera acté. Et moi, je suis convaincu que Bitcoin est une monnaie pour tous. Ce n'est qu'une question de temps. En résumé, pourquoi de plus en plus d'acteurs achètent le Bitcoin? Bien tout simplement parce que le Bitcoin, c'est quelque chose de rare avec une masse monétaire précise. C'est une version améliorée de l'or finalement d'un point de vue monétaire. On sait qu'il y aura 21 millions de Bitcoin en circulation à l'horizon année 2140 à peu près. On est à plus de 18 millions de Bitcoin émis. Donc la majeure partie des Bitcoins a déjà été émise et en plus de ça, on a de plus en plus d'acteurs qui veulent en acheter. Donc forcément, s'ils veulent l'acheter et si possible pas en vendre, ça fait de moins en moins de Bitcoin en circulation et donc le prix va théoriquement monter. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Masse monétaire précise, on l'a dit, 21 millions, ça ne bougera pas. De toute façon, c'est calculé pour et ce n'est pas prévu de changer. Là où l'or, eh bien, on est sur quelque chose de à peu près, voilà, on est sur du 190 000 plus 45 000 à peu près. En réalité, on n'en sait rien. Donc, de ces points de vue-là, forcément, le Bitcoin est plus intéressant que l'or. Ce qui est vraiment intéressant aussi avec Bitcoin, c'est qu'on peut placer sa confiance dans Bitcoin. Le programme est bien foutu. C'est très traçable et très mobile. Très traçable de par la blockchain. On en parlera dans la prochaine vidéo sur le sujet. Et très mobile. Donc, quand un Bitcoin est créé, quand un Bitcoin est dépensé, c'est-à-dire envoyé à l'un, récupéré par l'autre, tout ça, on peut le voir. On peut savoir qui envoie, qui reçoit, combien, tout est traçable, donc il n'y a pas de Bitcoin créé à partir de rien. On sait qu'il y aura 21 millions de Bitcoin, pas un de plus, pas un de moins. En étant connecté à la blockchain et en faisant l'audit nécessaire, ce qui prend du temps bien entendu, on peut vérifier tout ça. Il y a des acteurs qui s'en chargent constamment et vous pouvez le faire vous-même, ce qui est absolument impossible avec le système monétaire actuel. Quel que soit votre pouvoir, vous n'aurez pas de visu sur toute la monnaie. En plus de ça, donc très mobile, puisque on parle de blockchain, il faut voir ça comme un cloud décentralisé, une base de données décentralisée, où tous les acteurs, tous les mineurs font fonctionner ce réseau et se partagent cette même base de données. Donc s'assure du fait que tout est bien conforme dans ce livre de compte. C'est très mobile puisque à partir du moment où vous avez un mobile, un ordinateur ou n'importe quel appareil connecté à Internet ou par voie satellite à Bitcoin, puisque le Bitcoin peut transiter par voie Internet, satellite, radio, pas seulement Internet justement, et bien à ce moment-là, vous pouvez faire des transactions, vous êtes totalement indépendant. Et en plus de ça, imaginez vous détenez de l'or, quelqu'un le sait, quelqu'un veut vous le saisir. Bon, si vous le cachez bien, normalement ça devrait bien se passer, mais c'est toujours un risque. Tandis que vous pouvez détenir une quantité
illimité, entre parenthèses, de Bitcoin sur une simple clé USB, n'en parlez à personne et à ce moment-là, vos Bitcoins sont en sécurité. Donc imaginez demain, vous vous faites saisir vos Bitcoins pour je ne sais quelle raison. Et bien à partir du moment où vous ne donnez pas la localisation de votre clé USB ou de votre hardware wallet et que vous ne donnez pas votre mot de passe, eh bien vos Bitcoins sont protégés. Donc demain vous vous faites monter en l'air, ah bah désolé, j'ai eu un accident de bateau et voilà. C'est au chaud. Donc c'est vraiment sympa de comprendre que vous êtes en possession de vos fonds et que contrairement à l'or, c'est beaucoup plus mobile, beaucoup plus traçable, beaucoup plus rare et du coup beaucoup plus intéressant d'un point de vue monétaire. Encore une fois, j'insiste vraiment sur le point de vue monétaire. Donc considérez le Bitcoin comme un or 2.0 et pour la partie monétaire, eh bien laissant du temps au temps, mais j'ai pas de doute vis-à-vis du fait que c'est une excellente monnaie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire si vous avez des choses à dire. J'espère vous avoir appris des trucs sympas. Et puis, laissez un petit like pour le référencement, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo pour parler de la blockchain et comment ça fonctionne techniquement pour ceux que ça intéresse. Et après, on ira sur d'autres crypto-monnaies. C'est juste qu'avant de partir dans tous les sens, il faut comprendre Bitcoin. Ciao tout le monde!